Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 18 février 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter, est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de m'avoir invité. Permets-moi de commencer, Scott, par ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Nous avons appris que ces 12 dernières heures, une énorme quantité d'armes a été acheminée vers le Moyen-Orient et tout le monde se prépare. Nous avons également eu la deuxième série de négociations entre les États-Unis et l'Iran à Genève, avec la médiation des Omanais. Après les discussions, nous avons entendu les positions américaines et iraniennes, et le résultat semblait plutôt positif. Voici ce que J.D. Vance a déclaré à propos de cette deuxième série de négociations. La négociation de ce matin, je dirais, s'est bien passée à certains égards. Ils ont convenu de se revoir ensuite, mais à d'autres égards, il était très clair que le président a fixé certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore disposés à reconnaître ou à aborder. Nous allons donc continuer à travailler dessus. Bien sûr, le président se réserve le droit de décider quand il estimera que la diplomatie est arrivée à son terme naturel. Nous espérons ne pas en arriver là, mais si c'est le cas, ce sera la décision du président. Oui, et Scott, quand on examine la situation du point de vue militaire et de leurs mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, surtout en tenant compte des États-Unis, tout semble indiquer que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Quelle est votre évaluation de la situation actuelle? Si vous vous souvenez, lorsque Donald Trump a promis aux manifestants iraniens en janvier que de l'aide était en route, beaucoup pensaient que les États-Unis allaient lancer des frappes militaires visant les infrastructures de sécurité iraniennes, soi-disant pour empêcher les Iraniens de tuer des gens dans les rues. Mais en réalité, l'objectif était de réduire la capacité du gouvernement à répondre à ce soulèvement. Le président avait été informé à l'époque que nous ne disposions pas d'une force militaire suffisante dans la région pour atteindre cet objectif, et tout aussi important pour nous protéger d'une riposte iranienne, en particulier de frappes de missiles iraniennes. Et donc, vous savez, une nouvelle réalité s'est imposée. Nous avons dû appuyer sur le bouton pause. Maintenant, si vous comprenez ce que je viens de dire, les États-Unis étaient vulnérables, leur base était vulnérable à une action militaire iranienne. Cette vulnérabilité existe toujours à l'heure où nous parlons. Les États-Unis déploient actuellement une quantité considérable de puissance militaire dans la région, sur des bases vulnérables à une attaque iranienne. En vertu de l'article 51, la doctrine Caroline de la légitime défense préventive, l'Iran a pleinement le droit de détruire ces bases américaines dès leur arrivée, car il s'agit d'une menace imminente. Nous allons donc maintenant à Genève. Nous entamons des négociations. Qu'est-ce qui est positif? L'Iran va nous accorder 2 semaines pendant qu'ils examinent les options. Ils vont revenir vers nous. Nous avons convenu d'un cadre. Ces 2 semaines servent simplement aux États-Unis à mettre en place tous les moyens nécessaires. La première chose que nous avons faite a été de déployer les missiles, les systèmes de défense antimissiles, TAAD, Patriot, et maintenant nous déployons la capacité de frappe. Et lorsque nous serons au vert à la fois sur la défense antimissile et la capacité de frappe, le président appuiera sur la gâchette, car nous n'avons aucun intérêt pour une issue diplomatique avec l'Iran. Pourquoi le gouvernement iranien ne l'a-t-il pas encore compris? Je ne sais pas. Notre but, notre objectif a toujours été le changement de régime. Je pense donc que l'Iran s'est laissé piéger dans un cycle de diplomatie et qu'il se laisse distraire par cette idée, celle de s'asseoir à la table pour tenter d'élaborer un cadre autour duquel les négociations pourraient progresser. Pendant ce temps,
Les États-Unis déploient des capacités militaires pour faire quoi, au juste? Nous savons désormais que si nous devons affronter l'Iran, il faut d'abord neutraliser sa capacité de lancement de missiles balistiques. Pour cela, il faut exactement le type de combinaison d'avions que nous sommes en train d'envoyer. Des F-35, F-15, F-16, F-22. Et nous allons lancer le Gorilla Package des Gorilla Package. Le paquet Gorille était l'opération menée dans l'ouest de l'Irak au début de la guerre du Golfe pour détruire les lanceurs fixes irakiens que tout le monde pensait destinés à frapper Israël. Nous allons intervenir et frapper toutes les armes connues, les opérateurs iraniens de missiles balistiques. Nous allons couvrir le ciel iranien 24 heures sur 24 pendant une semaine avec une campagne aérienne ininterrompue de jour comme de nuit. Si un missile quitte sa cachette, nous le frapperons. C'est le plan. Et pendant que nous faisons cela, nous allons détruire l'Iran. Quand on regarde ce qui s'est passé en décembre et en janvier, c'est très clair. Nous savons ce qui s'est produit. Les États-Unis, la CIA et d'autres ont infiltré plus de 100 000 terminaux Starlink en Iran. Et ces terminaux Starlink sont utilisés pour créer une réalité de communication alternative, où nous communiquons à l'intérieur en infectant les esprits des gens et en les utilisant pour recruter des structures cellulaires. L'Iran a montré une certaine capacité à réprimer et intercepter cela, mais au final, ils n'ont obtenu que quelques centaines, peut-être quelques milliers de terminaux. Nous parlons ici de 70 000 à 80 000 autres terminaux encore en service, équipés d'un logiciel israélien spécial conçu pour éviter la détection, un Starlink à saut de fréquence de type militaire, ce qui signifie qu'il existe un potentiel énorme pour générer davantage de troubles civils, des troubles civils violents. Alors, les Américains prévoient de bombarder l'Iran, déclencher des manifestations massives, violentes, réprimer le régime et procéder à un changement de régime, y compris en tuant le guide suprême, en essayant de tuer le président, en éliminant la direction. C'est pour cela que Jared Kushner, je ne comprends même pas pourquoi les Iraniens acceptent cela. Ils auraient dû le mettre dehors. Si j'étais le délégué iranien, dès que Jared Kushner s'assoit, je dirais, est-il vrai que vous avez rencontré des dirigeants de l'opposition iranienne aux États-Unis avant de venir ici pour planifier un futur gouvernement iranien? Oui? Dégagez d'ici. Nous ne traiterons pas avec vous. Nous ne traiterons avec personne qui pense qu'il y aura un futur gouvernement iranien. Si c'est la position des États-Unis, ces négociations sont terminées. Et si vous envoyez un autre putain d'avion, excusez mon langage, si vous envoyez un autre avion au Moyen-Orient, nous l'abattrons de manière préventive. Je veux dire, l'Iran se prépare à l'échec ici. Il négocie avec un homme qui complote délibérément contre eux, ce qui signifie qu'il ne négocie pas de bonne foi. Comprenez bien cela. Si Jared Kushner se prépare à former un gouvernement, comment pourrait-il négocier de bonne foi? Il ne le fait pas. C'est juste pour gagner du temps. Et J.D. Vance a en quelque sorte tout cédé, en prétendant qu'il s'agissait de diplomatie, mais en disant d'emblée, non, nous allons appuyer sur la gâchette. Et nous allons appuyer sur la gâchette avant la fin des 2 prochaines semaines. C'est mon évaluation de la situation actuelle. Je pense que les États-Unis préparent l'Iran à une guerre massive. Maintenant, savoir si cette guerre sera un succès est une autre question. Je ne dis pas qu'il y a une garantie de réussite. Ce que je dis, c'est que les personnes qui étaient réticentes à une guerre ont fixé des conditions. Et ces conditions sont en train d'être remplies. Ce qui signifie que c'est similaire à ce que nous avons vécu pendant la guerre du Golfe, lorsque le général Schwarzkopf ne voulait pas déclencher la guerre terrestre trop tôt. Je crois que nous avions 5 critères à remplir pour neutraliser la garde républicaine irakienne.
Nous avions un tableau au mur avec, tu sais, rouge, non, jaune peut-être, vert, on y va. L'objectif était de tout faire passer au vert, et cela signifiait que nous pouvions lancer la guerre terrestre. Je me souviens qu'au fur et à mesure, on en est venu à l'évaluation des dégâts, combien de cibles avaient été détruites. Et Schwarzkopf commençait à s'énerver parce que des gens comme moi disaient « Eh bien, nous ne détruisons pas certaines cibles. » Alors, finalement, ils ont dit « On va changer notre méthode de calcul. Plus d'analyse, on fera juste des chiffres. Si nous larguons X bombes, nous supposerons qu'un certain pourcentage est détruit. Ding ding, les voyants changent, la guerre démarre. » Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais ce que je dis, c'est que c'est ce qui se passe maintenant. Il y a une salle de guerre qui s'opère au Pentagone. Avec tous les feux verts pour les choses qui doivent se produire, et quand ils seront tous au vert, on dira au président de lancer l'opération. Mais l'objectif du président est de trouver une solution diplomatique. La diplomatie, dans la pratique passée, est une détermination de l'action future. Qu'avons-nous fait en juin? Nous avons promis aux Iraniens des négociations. Nous les avons bercés dans un faux sentiment de sécurité, puis nous les avons bombardés. En ce moment, nous avons l'Iran engagé dans des négociations. Nous avons eu un résultat très positif. Arakchi a dit « Oh, c'est positif, nous allons revenir et travailler sur ce cadre. » C'est un mensonge. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de bonne intention. Il n'y a pas d'issue diplomatique. Il y a un plan de changement de régime. Et la diplomatie, la perfidie que nous menons avec l'Iran, fait partie de ce plan visant à les endormir dans un faux sentiment de sécurité, à faire baisser leur garde. Et puis, quand tous les feux passeront au vert, et ils vont passer au vert très bientôt, nous frapperons l'Iran durement. Scott, je crois vraiment que cette idée selon laquelle une attaque contre l'Iran provoquerait un immense chaos là-bas est, à mon avis, illusoire. Cela n'arrivera pas. Cela aura l'effet totalement inverse sur le peuple iranien. À mon sens, cela va créer une forme d'unité que nous n'avons pas vue depuis très longtemps, peut-être même plus que ce que nous avons observé pendant la guerre de 12 jours, à mon avis. Je ne suis pas en désaccord avec toi, mais juste pour apporter un contrepoint. Je suis d'accord avec toi. Mais cette unité aura un prix. Parce que cette fois encore, où était l'armée de libération du Baloutchistan en janvier? Tu ne les as pas vus courir partout, n'est-ce pas? Où était le Péjak? Les Kurdes, est-ce qu'ils circulaient dans leur pick-up? Non. Où sont les Moudjahidines du peuple? Leurs cellules étaient-elles mobilisées dans les rues, en train de tirer sur les gens? Et les cellules des monarchistes? Et les Arabes d'Avaz? Et les Lurs et les Azéris? Tous ces groupes que nous avons armés au fil des années, ils étaient tous silencieux. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le peuple iranien croit réellement au système qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas parfait, mais c'est un système en lequel il a confiance. C'est un système avec lequel ils sont à l'aise, car c'est une démocratie représentative. Nsomene, je pense que ceux qui analysent l'Iran passent à côté de ce point. Le peuple iranien se sent réellement investi et représenté par la manière dont il participe aux élections. Mais le fait est que, encore une fois, je fais référence à ces 80 000 terminaux Starlink. Il y a un pourcentage d'Iraniens qui ne croient pas en ce système, qui veulent qu'il change. Et on leur dit que c'est le moment décisif, que c'est maintenant, l'occasion unique dans une vie de le faire. Donc je pense qu'ils vont sortir, et je pense qu'ils vont incendier les villes iraniennes. Et je pense que le peuple iranien se mobilisera et qu'il y aura du sang dans les rues. Ce sera horrible, dévastateur. Je ne pense pas que les opposants au régime réussiront, car même si vous tuez Ali Khamenei, et je crois que nous allons tuer Ali Khamenei, je pense qu'il est déjà un homme mort. Je pense qu'il le sait et qu'il est en paix avec cela. Mais l'Assemblée des experts a déjà choisi le prochain dirigeant.
Si nous le tuons, il y aura tout de même un successeur, car le guide suprême n'est pas un culte de la personnalité. Le guide suprême est une fonction religieuse essentielle à la République islamique, et la République islamique la pourvoira. Il en va de même pour la présidence. Sur le plan constitutionnel, c'est la Constitution qui déterminera l'issue. Nous ne faisons pas confiance à la Constitution parce que nous ne croyons pas en la République islamique. Nous ignorons cette réalité. Et cette ignorance nous permet de croire que nous pouvons mener une attaque de décapitation sans qu'elle soit suivie d'un remplacement. Nous ne respectons pas la résilience de la République islamique, ni celle du peuple iranien. Donc je ne suis pas en désaccord avec toi, mais mon problème, c'est que, oui, le peuple iranien se mobilisera, mais que restera-t-il? C'est ça la question. Je n'ai aucun doute que nous échouerons dans notre objectif de faire s'effondrer la République islamique. Mais les conséquences pour le peuple iranien, pour la région dans son ensemble, et potentiellement pour le monde. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a une chance sur deux que nous puissions neutraliser une grande partie des capacités de missiles balistiques de l'Iran. Une chance sur deux. Ça ne veut pas dire que l'Iran ne frappera pas. Mais par exemple, pour retourner Tel Aviv sans dessus-dessous, il faudrait un bombardement soutenu de missiles sur la durée. L'Iran n'en est peut-être pas capable. Il pourrait n'envoyer 1 ou 2 missiles par jour, qu'il parviendrait à faire sortir et à tirer. Détruire les champs pétrolifères d'Arabie saoudite reviendrait au même, un bombardement soutenu. Je pense que l'Iran aurait du mal à mener le type d'attaque prolongée nécessaire pour obtenir les résultats indispensables à une victoire iranienne. Mais je crois qu'il y en aura suffisamment pour être dévastateur. Ce qui va se passer, c'est que le régime iranien survivra. L'Iran sera dévasté. La région sera dévastée. Les États-Unis seront humiliés. Et voici pourquoi. Je peux presque garantir qu'à la fin de ce conflit, tout le monde dira « c'était une guerre qui aurait dû être évitée », ce qui est précisément la raison pour laquelle elle doit l'être. Mais pour l'éviter, nous devons être honnêtes. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre orgueil. Les Américains ne peuvent pas se cacher derrière la fierté qui dit « Nous sommes l'Amérique, nous sommes invincibles, nous pouvons protéger notre puissance sans être remis en question. Nous allons subir des pertes, cela ne fait aucun doute. Nous allons subir des pertes et nous n'allons pas atteindre le résultat que nous souhaitons. Cela va nous faire paraître faibles. L'Iran va être dévasté en tant que société et en tant que nation. Cela va entraîner des conséquences terribles, économiques, mondiales, à un moment où l'économie mondiale est déjà en transition et vacille. Abattre l'un des piliers essentiels de la sécurité énergétique. Certains diraient le pilier essentiel de la sécurité énergétique. Vous savez? Et l'Europe, enfin, l'Europe sera une fois de plus jetée dans les égouts de la vie en se rendant elle-même insignifiante. Où est la voix de l'Europe pour tenter d'arrêter cette guerre? Au lieu de cela, elle murmure son soutien à celle-ci. Où est l'AIEA dans tout cela? Je veux dire, il ne s'agit pas seulement de l'Iran, il s'agit de l'avenir du traité sur la non-prolifération nucléaire. Si les États-Unis lancent une frappe contre l'Iran, cela signifie que le traité sur la non-prolifération nucléaire n'a plus aucun sens. C'est ce qu'Araghchi a déclaré hier à la conférence sur le désarmement, avant sa négociation, qu'il est essentiel que l'Iran soit autorisé à faire ce que le traité lui permet de faire. Et il est essentiel que les États-Unis respectent leurs obligations, non seulement en éliminant leurs propres armes nucléaires, mais aussi en s'abstenant de menacer une autre nation. Vous savez, fondamentalement, une attaque contre l'Iran va bouleverser tout l'ordre mondial. Elle aura des répercussions qui iront bien au-delà de l'Iran et de la région. Elle aura des répercussions mondiales. C'est pourquoi cette guerre doit être arrêtée.
Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'aucune voix n'est écoutée par l'administration Trump. Personne ne crie « Ne faites pas ça ». Je suis vraiment déçu par la génération des milléniaux américains. Où sont-ils? Ils restent silencieux face à la mort du désarmement. Ils restent silencieux face à cette guerre d'agression qui s'apprête à être menée contre l'Iran. Ils ignorent les conséquences. Ils sont totalement détachés de la vie. Nous pouvons aborder les raisons de cela, si vous le souhaitez. Ils ne savent pas ce que cela signifie d'être américain. Ils ne savent pas ce qu'est la Constitution. Ils ne comprennent pas l'importance de, comment dire, Fédéraliste 10 et Fédéraliste 51, le danger des factions et le danger de la tyrannie des fédéralistes. Ils ne comprennent pas les débats qui ont eu lieu à la naissance de cette nation et qui ont rendu cette république constitutionnelle viable. Et donc, les choses contre lesquelles nous avions mis en garde, celles que nous avions conçues pour empêcher qu'elles ne se produisent, elles se sont fragmentées en factions et ils se sont désengagés de leur responsabilité de tenir pour responsable un exécutif hors de contrôle. Nous avons donc dérivé vers le domaine de la dictature et de la tyrannie. Et ils restent silencieux. C'est choquant, vraiment. Enfin, je me suis un peu éparpillé sur ce sujet. Voyez-vous des avions de chasse dans l'espace aérien iranien? Vous savez, en train de combattre des avions iraniens, ce que possède l'Iran? Voyez-vous ce genre de combat se dérouler en Iran? Les États-Unis ne sont pas Israël. Israël est une puissance militaire à capacité limitée. Nous sommes une puissance militaire à capacité illimitée. Je ne dis pas que l'Iran est sans défense. Comme je l'ai déjà dit, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Je veux dire, on peut avoir un plan, mais regardez ce que nous avons fait avec l'Irak. D'après ce que j'ai appris, notamment grâce à Ted Postol, ces avions de chasse sont beaucoup plus vulnérables face au système de défense aérienne. C'est pourquoi ils sont si... Enfin, je ne sais pas trop comment le dire. Mais Ted Postol doit comprendre, et je suis sûr qu'il le fait. J'aime beaucoup Ted Postol, que nous le savons aussi. Je suis un type qui se préparait à la guerre, d'accord? Je me prépare à la guerre en étudiant mon ennemi. J'étudie les forces de mon ennemi, j'essaie de trouver ses faiblesses et je développe des tactiques pour intervenir. Je ne monte pas sur le ring sans avoir regardé des vidéos du boxeur et compris quelle sera ma stratégie. Nous connaissons les capacités de l'Iran. Nous les surveillons. L'une des grandes surprises qui a émergé en juin, et je pense que cela a autant surpris l'Iran que moi, a été le fait que la DARPA avait passé une décennie ou plus à examiner les vulnérabilités des conduits d'aération de l'installation de Fordow. Pensiez-vous vraiment qu'un scientifique était impliqué, quelqu'un qui étudiait la vulnérabilité et la manière de placer une bombe dans ce puits, puis une autre dans celui-là? Non, nous étions tous assis là à dire, il n'existe aucune bombe conventionnelle capable de la détruire. Je le disais, et d'autres le disaient aussi. Il s'est avéré qu'il existait bien une bombe conventionnelle capable de la détruire, car les États-Unis avaient passé une décennie à investir des ressources considérables dans cette mission précise. Il n'existe pas de système d'armes iranien dont les États-Unis n'aient pas connaissance. Et si nous en avons connaissance, nous cherchons une solution. Cela ne veut pas dire que nous avons la solution. Cela veut dire que nous la cherchons. Nos forces armées ne tireront pas sur l'Iran, à moins d'être certaines de disposer d'une réponse adéquate à tout ce que les Iraniens pourraient faire. Nous ne voulons pas être pris par surprise. Nous ne voulons pas déclencher un conflit d'une telle ampleur pour ensuite dire « Oh mon Dieu, nous ne l'avions pas vu venir ». Vous savez, cela peut être « D'accord, nous avons vu ça. Bon, le plan A n'a pas fonctionné.
Le plan B n'a pas fonctionné. Zut, ça n'a pas marché. Très bien. Mais ensuite, nous avons un plan. Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas? Quel est notre contre-plan? C'est exactement ce que fait la planification militaire. Nous nous préparons à une guerre d'une ampleur que les États-Unis sont tout à fait capables de mener. Nous déployons les ressources nécessaires pour cela. Et ce ne sera pas une guerre fondée uniquement sur le plan militaire. Il y a déjà un aspect de guerre de l'information en cours en ce moment. Je veux dire, les esprits des Iraniens sont empoisonnés. Des cellules sont mobilisées. Espérons que le régime de sécurité iranien surveille cela et soit prêt à intercepter et tout le reste. Mais cette guerre se mènera à de nombreux niveaux. Dire que nous ne pouvons pas pénétrer en Iran parce qu'ils ont des S-400 ou des S-300. Non. Nous avons une solution pour le S-400. Nous avons une solution pour le S-300. Ces systèmes ne nous sont pas inconnus. Que notre solution fonctionne ou non, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas comme si nous allions intervenir et être pris par surprise par quoi que ce soit. Nous avons la capacité d'effectuer des frappes de précision à longue distance qui ne peuvent être interceptées par rien de ce que possèdent les Iraniens. Donc nous pouvons éliminer autant de cibles que possible. J'ai également été troublé par quelque chose qui est apparu en janvier, les drones. L'opposition tirait des drones contre des cibles iraniennes, des drones locaux. Y a-t-il un autre réseau de drones dont nous n'avons pas connaissance? Y a-t-il une autre capacité que nous ignorons? Je ne mentionne cela que parce qu'en connaissant les planificateurs militaires et l'hésitation qu'ils ont montrée par le passé à lancer une attaque contre l'Iran, il doit bien y avoir une raison pour laquelle ils sont prêts à y aller cette fois-ci. Et la raison en est, on leur a dit que nous avions des solutions aux problèmes existants. Encore une fois, que ces solutions fonctionnent ou non, que nous ayons correctement identifié les problèmes ou non, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que cette fois, on puisse dire qu'il y ait une raison pour que les gens s'opposent à la guerre du point de vue des résultats. S'il y en avait une, ils le diraient. Le fait que des personnes habituellement réticentes semblent dire « Très bien, je pense qu'il est temps d'y aller », signifie qu'il existe un certain degré de confiance aux États-Unis qui ne se limite pas à celle des Lindsey Graham, des Tom Cotton et des commentateurs. C'est la confiance de professionnels de l'armée qui étaient auparavant hésitants, mais qui cette fois semblent dire « Eh bien, si nous devons le faire, alors je pense que nous pouvons réussir. » Nous savons que si quelque chose se produit, l'Iran utiliserait des missiles de croisière contre les États arabes. Comment voyez-vous les capacités de la Russie à cet égard? Le savons-nous vraiment? Voilà, c'est la moitié du problème. Nous ne le savons pas. L'Iran a déjà menacé de le faire par le passé, et cela ne s'est jamais produit. C'est là la moitié du problème. Nous partons du principe qu'il y aura de l'hésitation du côté iranien. Nous pensons que même après avoir été attaqué, l'Iran réagira de manière mesurée. Quelque chose comme « ils nous ont attaqués, mais peut-être qu'on peut les amener à arrêter. Peut-être qu'on peut simplement attendre que ça passe. Peut-être que ce ne sera pas si grave. » Car l'Iran sait que dès qu'il commencera à lancer des missiles de croisière contre la production pétrolière des États voisins, sa propre production pétrolière sera également touchée. C'est une arme à double tranchant, et cela leur fera du tort aussi. C'est pourquoi l'Iran hésite toujours. Je reste toujours prudent quand je dis « oui, nous connaissons l'Iran ». L'Iran n'a pas été décisif par le passé, même dans sa réponse contre Israël. Ce n'était pas une réponse ferme, c'était une réaction prudente. La seule façon pour l'Iran de dissuader une attaque est d'annoncer immédiatement quel sera le coût de cette guerre, sans délai. Ils doivent dire à l'Azerbaïdjan « c'en est fini pour vous ».
Tous vos champs de production pétrolière seront détruits dès le premier jour. L'Arabie saoudite, plus aucune capacité de production pétrolière. Terminé. Tout le monde. Nous éliminerons tout le monde. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que vous agissez passivement face à l'agression américano-israélienne contre nous. Nous ne voulons pas la guerre, mais si elle éclate, nous réduirons tout en cendres immédiatement dès le premier jour. Et alors peut-être que l'Arabie saoudite se dira « Eh bien, mince, peut-être que nous ne sommes pas si ravis d'avoir tous ces F-16, F-35 et F-22 stationnés sur notre sol. » Peut-être que d'autres diront « Oui, nous n'allons pas faire ça. » Mais l'Iran ne fait pas cela. L'Iran passe 2 semaines à préparer une réponse diplomatique à une initiative diplomatique qui n'est pas réelle. Donc, nous ne savons pas ce que l'Iran fera. Nous savons que l'Iran a hésité à être décisif par le passé. Et je pense que ce qui influence beaucoup la réflexion en ce moment, c'est qu'il y aura de l'hésitation du côté iranien. Et ensuite, si nous tuons tout le monde, ce que nous allons essayer de faire, même les personnes les mieux préparées ont besoin de temps pour remettre le niveau suivant en marche. Cela crée encore plus d'hésitation. Donc, si nous pouvons créer un cycle d'hésitation au moment où ils seront prêts à répondre de manière décisive, leur capacité aura été affaiblie. Alors, nous gagnons. Et je pense que c'est bien cela la logique. Écoutez, encore une fois, je suis américain. Je ne veux pas qu'il y ait de morts américains. Aucun. Je ne veux pas de morts iraniens. Je ne veux la mort de personne. Mais si j'étais iranien, je dirais aux États-Unis que, tant que ces négociations sont en cours, vous ne pouvez pas déployer de forces militaires dans la région. Si vous ne retirez pas ces forces, nous devons supposer de mauvaises intentions et nous mènerons une frappe préventive. Mettez l'Amérique en garde. Mais pour l'instant, l'Iran est là, à jouer à des jeux diplomatiques, laissant l'Amérique préparer le coup décisif. Je veux dire, que pensez-vous qu'il va se passer? Vous savez, je me souviens que pendant la guerre du Golfe, tout le monde observait le déploiement des forces militaires américaines. Et j'en faisais partie. Je faisais, tu sais, de la planification pour le corps des marines. Mais je me souviens d'une conversation qui a eu lieu parce que je faisais partie d'une cellule de planification travaillant pour le commandant du corps des marines afin d'élaborer des options de guerre amphibies pour les marines. Et l'une des questions que nous nous posions était, cette planification est-elle théorique ou pratique? Parce que, tu sais, en ce qui concerne l'allocation des ressources, est-ce qu'on fait des hypothèses irréalistes, des plans en l'air, ou est-ce qu'on fait une planification concrète où il faut vraiment examiner la gestion des ressources, les facteurs de durabilité, la logistique, tout ça? Et vers octobre 1990, il y avait quelque chose qu'on appelait le TPFDD. Le TPFDD, c'est le Time Phased Force and Deployment Data. C'est ce qui concerne le flux des troupes. Une fois que nous commençons, une fois que nous engageons le TPFDD jusqu'à un certain point, une fois que tout commence à circuler, car il faut se rappeler que ce ne sont pas seulement les avions, mais aussi le carburant, les munitions, les facteurs de durabilité. Et ces facteurs de durabilité doivent être présents en quantité massive. Et il faut que tout cela circule. Une fois qu'on dépasse une certaine ligne, on part en guerre. Et en octobre, on nous a dit que nous allions partir en guerre. C'était un moment où les États-Unis jouaient encore à la diplomatie, disant aux Irakiens que ce n'était pas le cas. Mais la décision était prise. Non, nous avons franchi cette ligne. L'ampleur du mouvement était telle que nous ne pouvions pas la reproduire, ce qui signifiait qu'il fallait l'utiliser ou la perdre, car une fois que tout serait revenu, nous ne le referions pas. Je pense que nous sommes très proches de ce moment avec les États-Unis. Si nous continuons à faire avancer ce dossier, nous atteindrons un point où l'armée dira au président « Nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans cette issue.
Vous pouvez décaler cela d'un jour ou deux sur le plan diplomatique, mais nous sommes engagés dans une guerre. En octobre 1990, il était inévitable qu'il y ait une action militaire contre l'Irak à la mi-janvier. Rien n'allait changer cela. Donc, je suppose que ce que je dis au gouvernement iranien, c'est que si vous restez simplement en retrait et tombez passivement dans ce piège diplomatique, les États-Unis dépasseront ce moment et il n'y aura rien que vous puissiez faire pour changer l'issue, sauf une frappe préventive, que vous ne ferez pas, parce que l'Iran hésite toujours au moment de la décision. Comment voyez-vous le fait que les États-Unis placent beaucoup d'armes en Jordanie plutôt qu'en Arabie saoudite ou au Qatar? Est-ce à cause de la distance? Parce que si quelque chose se produit, il me semble que l'Iran frapperait Israël dans les premières heures. Quoi qu'il fasse, il commencerait par des cibles dans la région, puis Israël serait le suivant, la cible immédiate des Iraniens. Comment voyez-vous cela? Parce que si l'Iran commence à attaquer la Jordanie, il perdra une partie de son levier pour attaquer Israël. Eh bien, je veux dire, seulement si vous n'avez pas prévu cette éventualité. Les Iraniens sont des professionnels. Ils doivent connaître la structure des forces, car ils font des simulations de guerre tout comme nous. Ils observent les escadrons qui arrivent, les stationnent et se demandent, d'un point de vue doctrinal, quel type de dispositif de frappe les États-Unis peuvent-ils projeter? Comment vont-ils s'y prendre? Attaque à distance, frappe de précision, domination aérienne. Idéalement, pour les États-Unis, nous chercherions à projeter une supériorité aérienne, tendant vers la suprématie, au-dessus de l'espace aérien iranien, afin de pouvoir maintenir des patrouilles de combat en permanence, neutralisant les missiles balistiques dès qu'ils apparaissent. Ce que nous ne voulons pas, c'est une impasse, créer une zone grise où les Iraniens pourraient avoir périodiquement des fenêtres d'opportunité ou des fenêtres de capacité opérationnelle. Alors, qu'est-ce que cela exige? Cela exige que nous ayons des bases où nous pouvons stocker du carburant, des munitions, des avions et assurer la maintenance. Maintenance. Et nous allons faire tourner ces avions en continu. Nous allons les trier, les faire revenir, atterrir, les trier à nouveau. Ce sera un flux constant d'avions. Et donc les Iraniens doivent se demander où ces avions vont-ils être basés. La Jordanie est logique. Deux choses. Premièrement, beaucoup de ces avions vont être utilisés pour créer une zone tampon afin de se défendre contre les attaques iraniennes de drones, de missiles de croisière et de missiles sur Israël. Cela fait partie de la défense en profondeur que nous avons mise en place. Deuxièmement, c'est la trajectoire d'attaque logique. Regardez Israël. Il passait par la Syrie, puis entrait en Irak. Mais ici, le gouvernement jordanien a essentiellement permis un passage direct à travers la Jordanie, puis l'ouest de l'Irak jusqu'à Bagdad. Et c'est le site de lancement. Nous le savons grâce aux missiles israéliens. C'est le site de lancement de nombreuses armes à distance. Nous allons intervenir avec des missiles de croisière, des Tomahawk. Israël n'a pas utilisé de Tomahawks. Nous allons arriver avec des centaines, voire des milliers de missiles Tomahawk. Et là, vous allez voir notre puissance se projeter. Mais pour projeter une puissance aérienne en Iran, vous savez, il va falloir, comme pendant la guerre du Golfe, que nous ayons des ravitailleurs aériens KC-135 là-haut. Les avions viendront, feront le plein, iront en mission, reviendront, referont le plein et atterriront. Ces appareils ont besoin d'une protection par patrouille aérienne de combat pour les défendre contre toute menace iranienne. Donc tout cela nécessite un certain niveau de puissance militaire américaine. Les Iraniens doivent bien observer cela, en réfléchissant à la manière dont nous allons utiliser notre puissance. Alors, vont-ils simplement rester là et dire « oublions la Jordanie, passons au-dessus de la Jordanie et frappons uniquement Israël »
ou reconnaissent-ils qu'il faut une forme de suppression? Je pense que, du point de vue iranien, on envisage une campagne militaire qui inclut la neutralisation de toute base d'où provient la puissance militaire américaine. Et pour l'instant, la Jordanie semble être la base principale. Donc encore une fois, si j'étais à la place des Iraniens, je mettrais le gouvernement jordanien en garde. Le changement de régime fonctionne dans les deux sens. Le royaume hachémite n'existera plus lorsque ce conflit sera terminé. Je présenterai simplement cela comme un fait. Parce qu'il doit être des conséquences aux actions. Je dirais aussi à la maison des Saouds, un changement de régime en Iran signifie que la maison des Saouds n'existera plus. Vous devez jouer à ce jeu. C'est une guerre existentielle. L'Iran veut vivre en paix. Mais comment peut-on vivre en paix avec des voisins qui sont passifs ou qui facilitent cette agression américaine imminente, cette agression américano-israélienne? Je pense qu'une partie de ce qui s'est passé lors de la visite du chef du Conseil national de sécurité iranien dans la région visait à faire comprendre aux autres pays, le Qatar et d'autres, que si quelque chose se produit, ils seront impliqués dans le jeu. Peu importe qu'ils soient activement engagés ou non, ils seront la cible. Je pense qu'ils ont fait passer ce message aux États arabes du Golfe Persique. Je ne sais pas si cela... Eh bien, les États arabes doivent envoyer un message à la Jordanie. Je veux dire, les Saoudiens doivent aller en Jordanie et dire « Ce que vous faites représente une menace existentielle pour nous, et nous ne le tolérerons pas. Aucun avion américain ne peut être autorisé sur vos bases. » Scott, combien de missiles Tomahawk? Il semble que le principal missile que les États-Unis utiliseraient contre l'Iran serait le Tomahawk. Quelque chose comme 600, peut-être 800 au total, en tenant compte de 2 porte-avions, de 15 destroyers et de toutes ces armes dans la région. Ce sera quelque chose comme 800 missiles Tomahawk. Plus de sous-marins. Oui, des sous-marins, plusieurs sous-marins, oui, dans cette zone. Parce que maintenir l'effort de guerre est bien plus important. Mais les modèles de durabilité exigent que nous ayons des recharges. Et nous avons, vous savez, nous avons pratiqué le réapprovisionnement en mer. D'accord. J'imagine, car je n'y suis pas. Mais vous savez, l'idée des États-Unis en tant que puissance militaire mature, disons-le ainsi, nous planifions la guerre mondiale depuis longtemps. Et il existe différents scénarios de guerre mondiale, dont l'un pourrait impliquer un groupe aéronaval engagé dans des opérations de combat entraînant l'épuisement de certains types de munitions, des munitions critiques, à bord des navires qui composent le groupe aéronaval. Nous pouvons donc nous réapprovisionner en mer. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un port. Nous avons la capacité de nous réapprovisionner en mer. Ainsi, un navire peut s'approcher d'un autre, et des armes peuvent être transférées d'un bord à l'autre. On ne peut donc pas simplement compter les missiles à bord. Il faut comprendre que nous disposons d'une capacité de réserve. Je dirais que si l'on parle de 800 à 1000 Tomahawk, il faut bien voir que nous pouvons probablement reconstituer ce stock au moins 2 fois. Maintenant, ce que cela implique pour le reste de notre planification militaire, c'est une autre question. Vous savez, Taïwan doit se dire « Attendez une minute. Si vous utilisez tous vos Tomahawks contre l'Iran, que vous reste-t-il pour la Chine? » La réponse est rien ou pas grand-chose. Mais le fait est que nous sommes un pays mûr. Enfin, c'est ce que je rappelle toujours avec prudence. Les gens se fâchent contre moi. Je sais en ce moment, je ne sais pas si c'est en direct, je suis sûr que ça l'est, tu vois, dans ton chat.
Scott Ritter a dit que c'était des conneries. L'Amérique n'est pas une puissance militaire. On pourrait te botter le cul, d'accord? Vous ne savez rien de rien si vous ne comprenez pas à quel point nous sommes puissants. Et ce n'est pas moi qui parle en américain arrogant. C'est simplement un constat. Nous nous préparons à un conflit mondial. Personne d'autre ne le fait. Les Russes le font, d'un point de vue nucléaire. La Chine commence à y réfléchir d'un point de vue nucléaire. Aucune nation sur Terre n'est prête pour une guerre conventionnelle mondiale. Aucune, sauf nous. Et nous nous y préparons en permanence. Est-ce qu'on va gagner? Aucun résultat n'est garanti. Je ne dis pas qu'on va gagner. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de dire que l'Amérique est un empire en déclin. L'empire romain, en déclin, arrivait encore, de temps en temps, à se ressaisir et à aller botter les fesses de tout le monde. Demandez donc aux Perses, aux Scythes, aux Huns. D'accord? Vous savez, l'Amérique est peut-être un empire en déclin, mais nous sommes encore capables de faire beaucoup de dégâts sur le chemin de la chute. Et nous ne sommes pas encore si affaiblis que nous n'ayons plus de capacité. Nous savons comment mener une guerre mondiale. Nous nous y sommes préparés. Je ne veux pas que nous menions une guerre mondiale. Je veux que cette guerre soit évitée. Mais si vous êtes là, à espérer que nous manquions de missiles, en vous basant sur la charge de combat de base des navires déployés, alors vous ne comprenez pas comment l'Amérique mène une guerre mondiale. Parce que nous sommes prêts à mener une guerre qui dure plus longtemps que la charge de combat initiale. C'est comme dire que nous envoyons un bataillon blindé sur le terrain et que lorsque ces chars n'ont plus de carburant ni d'obus, la bataille est terminée. Non. Nous pouvons nous réarmer, nous rééquiper, nous ravitailler et continuer à avancer. C'est quelque chose pour lequel l'Amérique se prépare depuis longtemps. C'est très coûteux. Il n'y a aucun résultat garanti. Et c'est là l'autre danger. Vous savez, nous faisons quelque chose comme ça et nous échouons. Vous savez, cela soulève une toute autre question. Quelles sont les conséquences de l'échec? L'Amérique peut-elle se permettre d'échouer? Et quoi? Regardez, maintenant nous prenons une autre direction. Il n'y a plus de contrôle des armements. Il n'y a plus aucune contrainte sur la capacité nucléaire de l'Amérique. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils pourraient reprendre les essais d'armes nucléaires, simplement parce qu'ils le peuvent. Vous savez, nous nous préparons à recharger des ogives sur nos missiles Minuteman III, sur nos sous-marins Trident, pour inverser la trajectoire mise en place depuis la signature du traité START en 1991, celle qui visait à réduire le nombre d'ogives nucléaires stratégiques d'environ 30 000 à 1550 aujourd'hui. Nous nous apprêtons maintenant à faire remonter ce chiffre à 4 000, 5 000, voire 6 000 ogives. Dans notre budget, il y a une augmentation de la production de nouveaux cœurs de plutonium, ce qui explique pourquoi nous avons besoin de nouveaux essais nucléaires. Cela signifie que nous pouvons encore accroître le nombre d'armes nucléaires, non seulement stratégiques, mais aussi en élargissant le champ aux armes nucléaires non stratégiques, afin d'être perçus comme égalant les capacités russes, alors qu'aujourd'hui, la Russie jouit d'une supériorité en matière d'armes nucléaires tactiques. Nous ne voulons pas accorder à la Russie une supériorité dans quelque domaine que ce soit. Ainsi, en procédant de la sorte, il faut comprendre que si nous mettons autant l'accent sur la dissuasion nucléaire, il ne s'agit pas seulement de dissuasion, c'est une capacité de combat nucléaire. Il faut alors se demander, allons-nous vraiment laisser l'Iran nous surpasser? Si nous faisons tout cela, si nous y consacrons toutes ces ressources, si nous engageons tout le poids de l'Amérique, pouvons-nous nous permettre de perdre? La réponse est probablement non. Le problème, c'est que personne ne peut se permettre la guerre. Personne ne peut se permettre de la perdre. Et je pense, Scott, vois-tu la possibilité que la guerre devienne nucléaire?
Oui, à 100%. Encore une fois, je mettrai en garde l'ayatollah quant à son désir de couler un porte-avions américain. Je risque de mal prononcer son nom. Stavridis, l'ancien commandant suprême de l'OTAN, amiral de la marine américaine. Il a écrit un roman sur une guerre potentielle avec la Chine, dans lequel, en mer de Chine méridionale, il y avait un affrontement où les Chinois coulaient un porte-avions américain, détruisant un groupe aéronaval américain, grâce à leur capacité de missiles balistiques. Or, c'est un homme qui connaît la planification militaire américaine, qui la connaît intimement, et il faut donc prendre ce scénario au sérieux. Tel qu'il est décrit, la réaction automatique des États-Unis fut de lancer une attaque nucléaire contre la Chine, à titre d'avertissement, pour ne pas aller plus loin, pour signifier qu'on ne peut pas couler d'autres porte-avions américains. Et donc, vous savez, nous avons lancé une attaque nucléaire contre une ville chinoise. Certaines personnes disent que ce n'est que de la fiction, mais c'est une fiction écrite par un homme pleinement conscient de ce qu'est la réalité. Je dirais que nous ne pouvons permettre à personne de couler un porte-avions américain. Et si l'Iran en coule un, je crois que les conséquences seraient nucléaires. Il en irait de même si nous nous engagions dans cette action et que l'Iran épuisait nos capacités conventionnelles. Je ne pense pas que nous abandonnerions et partirions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser cette guerre commencer. Vous savez que quoi que je dise se réalise ou non. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le prouver. Je ne veux pas. Je dis simplement que les États-Unis ne sont plus contraints par la boussole morale qui retenait autrefois la main nucléaire. Nous sommes gouvernés par des fous, des gens déments qui n'ont aucun sens de l'obligation morale envers l'héritage du contrôle des armements. Ils ne croient pas au contrôle des armements. Ils ne croient pas qu'une guerre nucléaire ne puisse pas être gagnée. Ils croient qu'une guerre nucléaire peut être gagnée et qu'elle doit l'être. Ils ne pensent pas que nous ne devrions jamais utiliser les armes nucléaires. Ils croient que, puisque nous en possédons, nous devons les utiliser, car c'est une expression de la puissance américaine. Nous vivons littéralement l'une des périodes les plus insensées de l'histoire américaine, où, encore une fois, je reviens à ma condamnation de la génération du millénaire qui a failli à la République constitutionnelle américaine, parce qu'elle ne sait pas ce qu'est une République constitutionnelle. Ils ne peuvent pas défendre ce qu'ils ne connaissent pas. Et s'ils ne sont pas disposés à le défendre, alors les choses mêmes dont nos pères fondateurs nous ont mis en garde, lorsque nous avons créé une république constitutionnelle et transféré le pouvoir du peuple, des États, vers un gouvernement fédéral, le danger de concentrer le pouvoir sans frein ni contrepoids, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce dont on avait été averti dans les Anti-Federalist Papers, c'est amusant. Beaucoup de gens prétendent connaître les Federalist Papers. Ce n'est pas vrai. Ils ont simplement entendu quelqu'un les mentionner dans une émission politique du dimanche. Mais savent-ils qu'il y a aussi eu des papiers antifédéralistes publiés? Ils en avaient averti, et c'est grâce aux papiers antifédéralistes que nous avons obtenu la Déclaration des droits, qui était une concession des fédéralistes pour accorder au peuple, aux États, leurs droits fondamentaux. Parce que Hamilton ne voulait accorder aucun droit. Il voulait le pouvoir total dans le... Eh bien, tout ce dont nos pères fondateurs avaient mis en garde s'est réalisé. Et nous avons échoué à toutes les épreuves de l'expérience démocratique américaine, à toutes les épreuves de la République constitutionnelle. Et donc, le gouvernement actuellement au pouvoir, c'est un culte de la personnalité dirigé par des factions, du factionnalisme.
et il exerce un pouvoir suprême sans aucun contrepoids. Nous avons un système judiciaire fédéralisé où, vous savez, les tribunaux d'État n'ont plus leur mot à dire. Ils sont immédiatement annulés par un système judiciaire fédéral qui s'est lui-même factionnalisé. Et désormais, il soutient un parti politique au lieu de soutenir la Constitution. Je veux dire, tout ce dont on avait mis en garde s'est réalisé. Alors quand on a un fou, un dictateur, un culte de la personnalité avec le doigt sur le bouton nucléaire, à une époque où il a levé toutes les contraintes concernant les armes nucléaires, il ne faut pas s'étonner si l'issue d'un conflit existentiel est une guerre nucléaire. Oui, je pense, Scott, que du côté iranien, vois-tu l'Iran planifier sa réponse conjointement avec les Russes et les Chinois? Non. S'il l'était, il lancerait une attaque préventive. C'est la seule réponse, la seule issue à ce stade. Et vous commencez par dire, encore une fois, que dans le cas de la Russie, nous n'avons jusqu'à présent observé aucun type d'attaque préventive, par exemple en Ukraine. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée d'une attaque préventive, mais il me semble que, comme on dit, la culture orientale ne s'oriente pas vraiment vers ce genre de choses. La culture orientale, ce n'est pas l'Iran, la Russie ou la Chine, à mon avis. Jusqu'à présent, ils n'en sont pas arrivés là. Eh bien, la Russie est engagée dans une lutte existentielle en ce moment. Nous avons tendance à oublier ce point. La Russie est plongée jusqu'au cou dans une lutte pour sa survie face à l'Occident et à l'Ukraine. C'est une guerre qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Donc toute son attention et ses efforts sont concentrés sur ce conflit. Elle va soutenir l'Iran, mais le véritable acteur ici serait la Chine. Si j'étais les Chinois, parce qu'il faut bien comprendre ceci, l'Iran est un fournisseur d'énergie important pour la Chine, et l'objectif est d'en faire un fournisseur encore plus essentiel. Le succès des BRICS dépend de l'Iran. Si les États-Unis sont autorisés à éliminer physiquement un membre des BRICS, cela crée un précédent qui pourrait être reproduit encore et encore. Ainsi, à mesure que les BRICS cherchent à s'étendre, nous commençons à les éliminer un par un. Et vous savez, nous n'allons pas éliminer la Russie, la Chine ou l'Inde. Nous corromprons l'Inde comme nous avons corrompu le Venezuela. Mais nous pouvons éliminer le Brésil en un clin d'œil. Nous pouvons éliminer l'Afrique du Sud en un clin d'œil. Donc nous retirons le B et le S, et tout ce qu'il reste, c'est RIC. Et ensuite on commence à éliminer ceux qui rejoignent après. C'est une condamnation à mort. La Chine devrait donc préciser qu'une attaque américaine contre l'Iran signifierait qu'il n'y a plus aucune limite à son approche vis-à-vis de Taïwan. Là, vous créez un dilemme pour les États-Unis. Car voyez-vous, nous ne pouvons pas mener deux guerres en même temps. Nous ne pouvons pas livrer cette grande lutte existentielle contre l'Iran et défendre Taïwan simultanément. Ainsi, si la Chine précisait que si les États-Unis attaquent l'Iran, tout est remis en question concernant Taïwan. Eh bien, vous savez, personne n'est prêt à faire cela pour le moment. Parce que tout le monde croit encore que l'Amérique est sérieuse au sujet de la diplomatie. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas sérieux. Nous vous prenons par surprise. Nous donnons des coups bas à la Russie. Nous donnons des coups bas à la Chine. Nous donnons des coups bas à l'Iran, en laissant croire aux gens que nous pouvons nous asseoir, discuter et avoir ces échanges, que nous nous soucions vraiment de ce qu'ils pensent. Et oui, nous disons que nous voulons vivre en paix. Non, nous sommes l'Amérique. Nous voulons dominer le monde. Et nous voulons le faire, vous savez, rendre l'Amérique grande à nouveau, la force, la paix par la force. Tout tourne autour de la force. C'est tout ce qu'il y a. Et vous savez, la Russie, je ne dis pas qu'elle a droit à un passe-droit parce que la Russie affronte l'Occident en Europe. Je veux dire, cette guerre en Ukraine est une lutte existentielle entre la Russie et l'Occident collectif. Une lutte dont les États-Unis ont à juste titre dit qu'ils devraient en quelque sorte se retirer.
Sauf qu'en réalité, nous ne nous retirons pas vraiment. Nous ne faisons que jouer à des jeux diplomatiques. Mais la Chine doit comprendre que si les États-Unis attaquent l'Iran et s'en sortent impunis, cela signifiera que nous commencerons à renforcer Taïwan et à rendre presque impossible pour la Chine d'envisager de résoudre militairement le conflit taïwanais. La Chine ne le souhaite pas. Elle essaie de régler la question pacifiquement, et on peut voir ce qu'elle fait avec le Kuomintang et tout cela. Mais si les États-Unis sont enhardis et victorieux contre l'Iran, nous renverserons notre politique d'une seule Chine et reconnaîtrons Taïwan, car nous verrons là le moyen ultime de contenir la Chine. Le confinement ultime de la Chine passe par la reconnaissance de Taïwan. Et il y a suffisamment de personnes aux États-Unis qui veulent aller dans cette direction. Si nous gagnons une guerre contre l'Iran, c'est probablement là que nous irons. Donc encore une fois, vous savez, les Chinois sont dans la même position que les Iraniens. Ils le sont simplement. Ils sont trop responsables, en tant que membres de la communauté mondiale, pour faire quelque chose d'aussi précipité. Mais sans une déclaration décisive de la Chine et sans une déclaration décisive de l'Iran, les États-Unis percevront cela comme de la passivité. Et cela signifie de la faiblesse, et ils frapperont. Le seul pays qui serait heureux s'il se passait quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, c'est Israël. Ils poussent tellement fort, ils le veulent. Et Netanyahou, vous savez, son principal objectif dans la vie, son but ultime, à mon avis, c'est une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et il semble qu'il soit en train de s'en approcher. Quel serait le résultat d'une telle guerre, celle que vous venez de mentionner? Le résultat serait dévastateur pour l'Iran et pour la région. Mais comment voyez-vous Israël dans une telle guerre, dans les conséquences d'une telle guerre? Écoutez, la vision ici, c'est que nous puissions mettre fin à la République islamique avec un minimum de dégâts pour réduire au maximum les conséquences de notre action. L'effet maximal que nous recherchons, c'est l'élimination de la République islamique, ce qui, du point de vue israélien, ouvre la voie à tout le reste. Parce que vous savez, la République islamique est la seule nation qui s'est opposée à Israël et aux États-Unis. Si vous l'éliminez, vous éliminez l'axe de la résistance, et tous les pays arabes du Golfe deviendront des États serviteurs dociles d'un Israël et d'États-Unis plus puissants. C'est cela, les accords d'Abraham, un instrument d'émancipation coloniale au profit d'Israël. Ainsi, la vision est qu'Israël subira quelques dommages, mais que son ennemi numéro un sera éliminé et que les récompenses dépasseront largement les pertes subies. Les accords d'Abraham deviendront réalité. Israël sera consacré comme le seigneur économique de la région. Tous les pays arabes seront désormais subordonnés à Israël et les États-Unis se tiendront en retrait en tant que suzerains pour régner sur tout cela. Donc je pense que c'est leur vision. Je pense que c'est une vision stupide. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne pense pas qu'elle réussira. Vous savez, mais Israël comprend que c'est le danger d'avoir quel âge a Netanyahou maintenant? 77, 78 ans? Vous savez, un homme en mauvaise santé. Il est tellement égoïste, car il essaie simplement de préserver son héritage. L'héritage de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il est l'homme qui a fait tomber l'Iran, sans se rendre compte que la conséquence pourrait être qu'il est aussi l'homme qui a détruit Israël. Israël est l'un des pays les plus dangereux au monde, sinon le plus dangereux, en raison de sa capacité illimitée à déclencher la violence à volonté sans en subir les conséquences. J'aimerais qu'au moins l'Iran oblige Israël à faire face à de sérieuses conséquences pour la violence cette fois-ci. Ils avaient une occasion en juin. Ils ont manqué cette occasion. Ils ont blessé Israël, mais pas suffisamment. Je vais m'arrêter là, sinon ta chaîne YouTube sera fermée. Et je dois y aller.
Malheureusement, moi aussi. Merci Scott. Merci beaucoup. Un grand plaisir, comme toujours. Yeah, Meng. Au revoir.